Quand je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui prennent Darmanin au sérieux, alors que le nombre des immigrés a considérablement augmenté sous ministériat, que le nombre des OQTF, à part celui de M. Iqiyoussen, a considérablement diminué, et que les budgets pour les associations ont considérablement augmenté, c'est fou. Nous sommes de retour dans Frontières, la matinale. Tout de suite, c'est l'heure de notre interview frontale. Nous recevons ce matin Jean-Yves Le Gallou. L'interview frontale, c'est parti. Frontières, la matinale. L'interview frontale. Jean-Yves Le Gallou, je vous représente parce qu'on vous a eu il n'y a pas très longtemps, mais vous êtes ancien député européen, essayiste et président de Pollinia. Merci et bonjour bonjour et merci d'être avec nous ce matin. C'est vendredi. Merci et bonjour de m'accueillir. C'est difficile à lancer, c'est le vendredi, on est tous malades, on est tous tombés. Normalement, c'était Garen qui était censé vous recevoir, mais il est en train de se reposer et est victime de cette grippe qui emporte le pays. On voulait vous recevoir ce matin, notamment pour parler procès. Oui. Je vais vous laisser le présenter parce que vous le présenterez mieux que moi, cette affaire d'un jugement auquel vous êtes opposé, en tout cas, d'une certaine manière. Vous étiez contre ce jugement d'un imam qui a été radicalisé. Je vous laisse présenter cette affaire. Voilà, alors c'est l'affaire de l'imam Iqiyoussen, qui est un imam islamiste assez violent dans son expression de la défense des valeurs islamistes, de la charia, l'attitude vis-à-vis des femmes. C'est un imam islamiste algérien que Monsieur Darmanin, qui n'a pas fait grand-chose au cours de son mandat de ministre de l'Intérieur, mais qui avait quand même tenté d'expulser cet imam et donc pris une décision, un OQTF, un ordre de quitter le territoire français. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'épisodes, puisque l'imam est parti en Belgique. Enfin, je passe ces épisodes-là, mais il se trouve que l'imam aussi a fait un recours. Il a demandé la suspension de son OQTF auprès du tribunal administratif de Paris, et un juge, ou plus exactement une formation de justice, puisqu'ils étaient plusieurs, a décidé de suspendre cette OQTF. Nous étions en août 2022, à vrai dire, j'étais en vacances, mais il n'empêche qu'en découvrant cette décision de justice, mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai exprimé, allez, on va dire, une certaine forme d'indignation sur Twitter, en m'interrogeant sur les raisons d'avoir pris cette décision. Est-ce que c'était une raison de droit? Est-ce que c'était une certaine crainte des islamistes? Est-ce que c'était tout simplement une idéologie favorable à l'immigration? J'ai posé cette question et j'ai même nommé le juge qui avait signé la décision. On va pas vous critiquer parce qu'on l'a fait pas mal là ces derniers temps. Mais oui, mais il faut que les gens soient responsables de ce qu'ils font. Je vais vous dire, là, ce juge, il avait pris une décision de fait politique, puisque ça voulait dire, au fond, aux islamistes de tout pays, vous êtes bienvenus en France, faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, etc. Il avait pris une décision politique. À partir du moment où on prend une décision politique, eh bien, il faut s'attendre à être critiqué sur le plan politique. Bien sûr. Il n'y a pas de mal à ça. Alors, il se trouve que ce juge, Madame Nicolic, Florence Nicolic, apparemment a mal pris les choses, puisque elle a déposé une plainte pour atteinte à son honneur et sa considération. Et évidemment, là, si vous déposez une plainte pour atteinte à votre honneur, à votre considération, c'est pas sûr que ça intéresse le parquet. Le parquet va vous dire on a autre chose à faire, circuler, il n'y a rien à voir. Non, là, ça a agi, ça a bougé. Et donc, j'ai été appelé par un capitaine de la police politique, enfin de la police qui suit les tweets, là, la police de Twitter, là. Qui m'a demandé si c'était moi l'auteur du tweet. Bien sûr, j'assume tout à fait oui, vous le assumez vos tweet, propos, bien sûr. Pas de problème. L'enquête a été rapide, il n'y a pas eu besoin, ça s'est fait par mail et par téléphone. Et donc, l'audience a lieu mardi
à 13h30 au Palais de Justice de Paris. On sait, le Palais de Justice de Paris, on ne peut pas le manquer. C'est le bâtiment le plus laid de la capitale, qu'on voit de partout et qui est vraiment... C'est babylonien, quoi, voilà, babylonien. Donc on ne peut pas le manquer. C'est boulevard Berthier à 13h30. Et donc, j'invite à ceux que ça peut intéresser de voir comment fonctionne la justice, à s'y rendre, à se tenir bien entendu. Il ne s'agit pas de faire oui, le bazar. Ça va de soi. Ça va de soi, hein. Bon, bien sûr. Mais voilà, voir comment la justice fonctionne et surtout comment la justice, ça ne met pas d'être critiquée. Et justement, à ce sujet, monsieur Le Gallou, alors, est-ce qu'il n'y aurait pas justement un problème du système juridique par rapport à ça et aux problématiques d'accueil des migrants Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de gouvernement des juges par rapport à ça ? Il y a évidemment un gouvernement des juges. Alors je crois qu'il y a deux choses, si vous voulez, qu'il faut distinguer. Il y a une judiciarisation de la société. C'est-à-dire qu'il y a eu un ensemble de textes, les juges peuvent dire, il y a un ensemble de textes de lois qui donnent des pouvoirs aux juges. Donc il y a une judiciarisation de la société et des tas de problèmes d'ailleurs qui n'étaient pas judiciarisés avant le deviennent aujourd'hui. Et donc les juges construisent leur pouvoir là-dessus. Et c'est de fait un pouvoir politique. Bon. Et ce sont les juges qui ont pris les principales décisions en matière d'immigration depuis, on va dire, 1978. Pourquoi 1978 ? Parce qu'en 1978, le gouvernement de M. Barre, avec M. Giscard d'Estaing comme président de la République et M. Bonnet comme ministre de l'Intérieur, avait décidé d'arrêter le regroupement familial. On est en 1978, ça remonte loin. Et le Conseil d'État a dit non, il faut qu'il y ait regroupement familial, parce que y a un droit de l'enfant à vivre avec ses parents, et s'il y a un parent en France, à ce moment-là, toute la famille peut appliquer. Voilà, c'est ça la décision du Conseil d'État. Le regroupement familial, c'est une décision des juges du Conseil d'État. C'est encore plus fort que ça. Lors de l'affaire Covid, vous ne pouviez pas sortir de chez vous à plus d'1 kilomètre et encore en vous signant un papier. Après, vous n'aviez plus le droit d'aller dans un bistrot, dans un restaurant, etc. Le Conseil d'État a trouvé ça très bien, pas de problème. Par contre, le gouvernement avait suspendu, au moment où vous n'aviez pas le droit de sortir de chez vous, avait suspendu l'entrée des étrangers au titre du regroupement familial. Le Conseil d'État a dit ah non, ça c'est pas possible. Ça, c'est ça le gouvernement des juges. Et puis, vous avez le Conseil constitutionnel. L'essentiel des lois, il y a eu des tentations de fermeté entre 1986 et 1995. Tout a été cassé par le Conseil constitutionnel, qui était à l'époque dirigé par Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux, de François Mitterrand. Et les juges sont, dans leur majorité, dans cette logique-là. Alors, mais justement, il y a quelque chose de parfois tout à fait incompréhensible sur les sentences juridiques, en tout cas, puisque on a une appréciation très personnalisée, très personnelle des lois, puisque par exemple, là, en l'occurrence, vous parliez d'un tweet, justement, mais oui, sur d'autres affaires, comme par exemple l'affaire Doualem, on appelle à des... je me rappelle par exemple que lors de cette affaire, il y a eu des appels au meurtre, il y a eu des appels à la torture face aux réfractaires du régime algérien, et il y a eu des propos sur la question de l'antisémitisme. Pour ce coup-là, il n'y avait aucune atteinte, aucun procès, rien du tout à ce niveau-là, mais par contre, pour vous vous êtes attaqué directement pour des propos publics qui sont absolument pas extrêmes, ni choquants. Je veux bien reconnaître que la critique est un peu verte, mais elle n'est absolument pas... elle ne porte pas atteinte à l'honneur, à la considération de cette dame. Non, c'est vraiment le deux poids. C'est vraiment le deux poids deux mesures. Mais vous savez, les juges, mes juges, bon, il y a beaucoup de personnes tout à fait respectables qui exercent ce métier. Simplement, si vous voulez, il y a un déséquilibre, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, entre la gauche et la droite. J'ai rencontré il y a quelque temps, dans une conférence, dans une formation à l'IFP, l'Institut de formation politique, une jeune femme qui venait de sortir de l'École nationale de la magistrature et qui officiait dans un tribunal de province comme juge pour enfants. Bon. Elle était plutôt, on va dire, conservatrice d'opinion. Bon. Donc, elle essaiera de faire son métier le mieux possible. Mais dans sa juridiction, elle rase quasiment les murs. C'est-à-dire que si elle se retrouve à la cafétéria, les juges de gauche vont plastronner,
vont dire tout ce qu'ils pensent. Surtout dans le milieu de tout ce qui est autour de l'enfance. Hein. Surtout Le dans nombre le milieu. d'enfants qui sont retirés d'abus, Oui. d'enfants qui sont retirés de leur famille, parfois c'est des décisions politiques, Oui. c'est aberrant, Bien- on n'en parle pas du tout, mais Bien c'est sûr, aberrant. Hein. bien sûr. Et donc cette jeune femme, eh bien, elle est obligée d'entendre tout ce que pensent ses collègues de gauche, et elle, Rien dire. elle ne peut rien dire. Vous avez un autre exemple. Le syndicat de la magistrature, en gros, c'est le plus gros syndicat. Hein. Il y a trois catégories parmi les magistrats. Il y a le syndicat de la magistrature, qui est l'extrême gauche. Il y a l'union syndicale des magistrats, qui est l'extrême centre. Et puis, il y a ceux qui sont nulle part, mais qui sont un peu à la remorque des autres, il faut bien le dire. Eh bien, le syndicat de la magistrature a plastronné pendant 48 heures à la fête de l'humanité. Vous imaginez un syndicat de magistrats à une fête du Rassemblement national? Oui, au Oui, 1er Voilà. mai Ben, ou ben, autre vous avez, chose. vous avez le déséquilibre le plus total. Et ce qui est le plus problématique, c'est que je pense aussi que cette question politique, elle amène des abus de droit. Puisque par exemple, justement, si maintenant un individu, une personnalité médiatique de droite va pointer du doigt, par exemple, je sais pas, les faits et les agissements d'un élu de gauche, eh bien ce sera tout de suite harcèlement, ce sera tout de suite atteinte à la personne. Oui. Et encore une fois, il y a toute cette Oui, oui, nébuleuse juridique qui fait que, en fait, il y a des abus de droit sur parfois des banalités, comme simplement décrier un acte et un fait d'une personnalité Alors, normalement, quoi. Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a de plus en plus de lois qui permettent les poursuites. Hein, et notamment, vous avez cité les lois sur le harcèlement qui sont récentes. En l'occurrence, moi, la poursuite dont je suis l'objet, c'est une loi ancienne parce que c'est la loi de 81 sur la diffamation et l'injure. Donc ça, c'est pas nouveau. Ouais, c'est pas nouveau. Mais vous avez raison. Il y a d'autres modalités. Et le harcèlement, vous n'avez plus le droit de critiquer quelqu'un parce que effectivement, par les réseaux sociaux, une critique peut un peu rebondir. Bon, voilà. Honnêtement, on est tous critiqués. Moi, je vais vous dire, si je regarde les Oui. contre-tweets que je reçois, je pourrais déposer des plaintes tous les jours. Mais Oui, c'est voilà. ridicule. Alors, les gens sont C'est pas le d'accord, jeu. ils me C'est le critiquent. jeu de s'exposer aussi C'est sur le les réseaux jeu, sociaux. Voilà, c'est pas. Alors, dans l'affaire d'ailleurs qui me concerne, là, de l'imam Iqiyoussen, ce qui est assez. C'est là qu'on retrouve quand même ce que je vous ai dit sur le Conseil d'État, le regroupement familial. Le jugement explique on ne peut pas le renvoyer parce qu'il a des attaches fortes avec la France. Il y a des petits-enfants. Ah, il y a des petits-enfants, c'est très bien, mais c'est quand même pas lui qui doit s'en occuper tous les jours. Et puis les petits-enfants, ils peuvent aller le voir en Algérie, éventuellement. Hein. Donc, mais voilà l'argument. C'est-à-dire qu'au départ, le regroupement familial créé par le Conseil d'État, je le rappelle, en 1978, c'est pour dire l'enfant qui est en Afrique ou ailleurs peut venir en France pour retrouver son papa ou sa maman. Puis s'il y a le papa, la C'est maman et abusif. l'enfant. C'est Et abusif. maintenant, on dit, un type extrêmement dangereux, un imam islamiste, on ne peut pas l'expulser parce qu'il a des petits-enfants en France. Je dois dire d'ailleurs, alors je vais être quand même complet, que cette décision, j'interrogeais pour savoir sa validité, son origine, son idéologie et sa validité sur le plan juridique. En l'occurrence, au cas particulier, le Conseil d'État est revenu sur la décision de suspension, donc dans un jugement immédiat, et a ensuite condamné aussi la suspension et validé au fond l'expulsion de cet imam. Entre nous, je ne sais pas où il est aujourd'hui. Est-ce qu'il est en Algérie? Est-ce qu'il est en Belgique? Est-ce qu'il est resté en France? mais bien Est-ce sûr. qu'il est revenu Oui, en voilà, France? Je crois qu'il est parti un moment quand même. Mais voilà. Mais surtout que ce statu quo, enfin, quelque part, il y a une sorte d'éléphant dans la pièce où en fait on se dit, mais il y a une dangerosité sécuritaire, puisque cet individu est effectivement radicalisé et dangereux pour les Français. Et d'un autre côté, on va nous mettre encore une fois ce prétexte juridique en disant, Et puis la non, priorité, en fait, ça n'a pas surtout, été- c'est ça n'a de pas été juger fait dans les Monsieur Le formes. Gallou plutôt que de renvoyer Oui, quelqu'un c'est ça, qui mais est il y a- extrêmement il y a dangereux. une Je pense que vous êtes incohérence. quand même largement moins dangereux, en tout Ah cas, bah, je c'est pas la l'espère. vie de tout le monde. Et surtout que votre diatribe n'était absolument pas insultante, ou il n'y Non, avait pas non, vocation non, à non, menacer non, la non, dite non. personne. En fait, Non, c'est non, simplement non, une non, critique légitime Oui, sur ces affaires juridiques. Absolument, oui, tout à fait. Moi, Donc, ça pose une autre question qui met en parallèle quelque chose qui s'est passé dernièrement en Angleterre. On a vu les affaires de Tommy Robinson, notamment, et certaines personnes sur les réseaux sociaux exprimaient aussi soit leur mécontentement face à des affaires autour de l'immigration, autour de certains actes de certaines personnalités issues de l'immigration ou clandestins,
en Angleterre et ils voyaient toquer chez eux la police anglaise qui leur disait vous avez mis un tweet à telle date, telle heure, est-ce que c'est bien vous ? Là, vous avez été appelé, mais c'est ressemblant aussi. Il y a une nouvelle police des réseaux sociaux que je trouve à la fois normale parce qu'on est à l'ère d'une certaine modernité qui fait qu'il faut quand même qu'il y ait des limites, il faut que ce soit contrôlé, comme pour Telegram, où on a vu que maintenant il y a des mesures qui sont faites pour éviter les groupes radicalisés, notamment islamistes, les trafics de drogue, etc. Mais il y a une vraie question qui se pose sur la liberté d'expression aujourd'hui. Tout à fait. Alors, ce qui est grave dans le système anglais, dans le système français, jusqu'à une époque récente, c'est plus tout à fait le cas maintenant. Mais jusqu'à une époque récente, la loi, les délits de diffamation, d'injure ou de discrimination, de racisme, enfin j'en passe parce que maintenant il y a une trentaine d'incriminations, étaient dans le droit de la presse. C'est-à-dire qu'il ne permettait pas la détention. Il pouvait permettre des condamnations, mais il ne permettait pas la détention. Il ne permettait pas la détention préventive, et il ne permettait même pas la garde à vue. Ces textes sur le racisme, sur la discrimination ont été sortis du droit de la presse pour rentrer dans le droit pénal, et le harcèlement est dans le droit pénal. C'est-à-dire que maintenant, on peut effectivement aller en prison pour des délits d'opinion, ce qui a existé, mais très, très marginalement au cours des 30 dernières années, pour quelques personnes qui avaient pris des positions jugées extrêmement choquantes, notamment sur l'histoire. Mais en dehors de ces victimes-là, il n'y a eu personne. En Angleterre, ils ont fait évidemment beaucoup plus fort, puisqu'ils ont sorti 500 détenus de droit commun pour mettre 500 opposants politiques, soit des gens qui avaient manifesté contre le gouvernement, soit tout simplement des gens qui avaient fait des tweets. Voilà. Et objectivement, on ne sait pas aujourd'hui combien sont encore en prison. Il y a une omerta dans ce domaine qui est tout à fait inquiétant. S'agissant de la France, je vous informe qu'il y a en ce moment une rafle numérique qui est faite sur Twitter à partir des commentaires sous un tweet d'un journal local qui avait fait une photo. Je la décris, je vais essayer que je ne vous amènerai pas des poursuites supplémentaires. La photo, vous aviez une équipe de football exclusivement composée de jeunes d'origine africaine. Et derrière, vous avez les 3 entraîneurs exclusivement composés d'hommes un peu plus âgés, tous d'origine européenne. Bah, c'est la photo, c'est comme ça. Et il y a un certain nombre d'internautes qui ont fait des commentaires un peu humoristiques. Du genre... J'imagine. Vous imaginez, voilà, je condamne. Vous imaginez, je condamne, voilà. Bon, et maintenant, ils se retrouvent avec la police politique aux fesses, la gendarmerie qui les convoque. Je connais un jeune... non, c'est plus tout à fait un jeune homme, enfin un homme jeune, qui a été appelé à la gendarmerie de Pontcharrat, qui est à 200 mètres d'une zone de non-droit et d'une zone de deal, pour lui dire « Est-ce bien vous qui avez fait ce tweet qui n'était pas bien méchant au demeurant ?» Mais bon, voilà. Donc vous avez des dizaines de gendarmes qui ne vont pas contrôler les points de deal, qui ne vont pas interpeller des dealers, mais qui... font une rafle numérique à la demande de SOS Racisme. Et pourquoi SOS Racisme fait ça ? Parce qu'ils vont faire payer des indemnités à chacun de ces gars-là, qui ne sont pas forcément tous très fortunés. Quoi. Mais justement, en parlant d'interpellation... Donc c'est une rafle numérique. Et c'est pas seulement une rafle numérique, c'est une rafle numérique suivie de... à minimum de convocation ça coûte cher, à la police ou à la gendarmerie. Enfin, après, on dit la justice n'a pas de moyens, la police est débordée, mais évidemment. Si, elle en a, justement, en parlant de procès. Alors nous-mêmes, nous sommes poursuivis par le Conseil national des barreaux pour notre révélation de notre dernier magazine sur la submersion migratoire. Alors, excellent magazine, il faut que chacun s'en saisisse, oui, on vous conseille, que évidemment. chacun l'achète. Et mais je dis pas ça partout.
Non, je veux dire, là, C'est gentil. Voilà, non, c'est vraiment un très bon travail. Et Merci justement, beaucoup. Edoui Plenel et Gérald Darmanin avaient notamment réagi en qualifiant, en tout cas pour Gérald Darmanin, de ce qu'on avait fait, en tout cas d'attaques inacceptables, en tout cas sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il a même pas pris le temps de lire le magazine. non, bien c'est ça sûr que qui est non. le plus terrible. D'autant plus que nos Oui, déclarations, il n'a pas le temps de lire Darmanin. d'autant plus que nos données et nos déclarations sont uniquement des chiffres publics, en libre accès. Enfin, il n'y a Oui. pas eu de révélations qui ont été hyper fermées ou verrouillées. Non, c'était des chiffres accessibles par tout le monde. Est-ce qu'on pourrait pas dire justement que la corporation juridique, elle est inattaquable et intouchable? Bah, si vous voulez, la corporation juridique, elle a une certaine solidité. Alors c'est pareil, si vous voulez, la corporation juridique, elle est menée par le syndicat de la magistrature et le syndicat du barreau. C'est par des deux organisations de gauche, c'est eux qui mènent la danse. Et le Conseil national du barreau, bah, si vous voulez, il vient défendre un de ses gagne-pains. Un de ces gagne-pains, parce que l'immigration, c'est un des gagne-pains de beaucoup d'avocats, parce que ça permet de faire... Et d'associations. C'est-à-dire, ça permet de faire beaucoup de procès à la chaîne. Ils font les procès à la photocopieuse, alors que les juges, là je vais tenir un propos défensif pour les juges, j'espère que ça sera porté à mon crédit, un avocat peut faire beaucoup plus rapidement un recours pour défendre les droits d'un étranger contre un OQTF, pour obtenir une naturalisation ou pour obtenir un titre de séjour, que le juge, il faut moins de temps à l'avocat pour faire le recours que pour le juge pour rendre le jugement. Et donc, il y a évidemment une saturation, parce que les juges ne sont pas infinis, ils n'ont pas un temps infini, alors que les avocats, ils gagnent de l'argent, puisqu'ils ont soit l'aide juridictionnelle, soit la subvention aux associations. Moi, j'ai assisté au mois de novembre, à une audience du Conseil d'État, qui concernait précisément les atteintes que la circulaire Darmanin, toujours ce sinistre personnage, avait portées aux libertés publiques. Dans la même audience, il y avait le Cercle Droit et Liberté et l'Institut Iliade, qui étaient partie prenante dans ces audiences. Ni l'Institut Iliade, ni le Cercle Droit et Liberté n'ont recouru au magistère d'un avocat au Conseil d'État, parce que ça coûte très cher et qu'on pouvait, en l'occurrence, s'en dispenser. Mais c'était un handicap, parce qu'on ne pouvait pas intervenir publiquement en séance. Par contre, dans la même séance, il y a eu un trafiquant de drogue afghan qui plaidait pour obtenir son maintien en France et le maintien de son avantage. Et il y a eu un polygame malien. Tous les deux étaient représentés par des avocats au Conseil d'État, payés par des associations, payés par les contribuables. Et vous savez que sous le magistère de Darmanin, le volume de ces subventions a considérablement augmenté. Alors quand je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui prennent Darmanin au sérieux, alors que le nombre des immigrés a considérablement augmenté sous son ministériat, que le nombre des OQTF, à part celui de M. Iqiyoussen, a considérablement diminué, et que les budgets pour les associations ont considérablement augmenté, c'est fou. Mais je crois qu'il était assez concentré pour dissoudre des groupes d'extrême droite extrêmement dangereux. C'est pour ça. Surtout, mais il a été très efficace dans ce domaine, oui. Et surtout, il y a évidemment beaucoup d'abus de langage, puisqu'avant on parlait justement avec Monsieur Nader du cas de la Syrie, où en fait, du coup, son nouveau dirigeant, qui est officiellement et dans les faits, je peux l'affirmer, terroriste, cet abus de langage n'est pas du tout le même pour nous, puisque nous, il y a évidemment des mots qui ont été lancés à notre égard. Il y a notamment le journal Marianne qui, pour nos révélations, nous avait littéralement affirmé de terroristes. C'est terrible. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des abus de langage? Enfin, en tout cas pour la droite, il y a un véritable deux poids deux mesures. Les mots n'ont plus de poids. Les mots n'ont plus de poids, puisque là, par exemple, face à des réalités, à des banalités comme celui du cas syrien, alors là, pour le coup, on a interdiction de prononcer le mot terrorisme, islamisme, djihadisme. Alors là, aucunement. Alors par contre, pour nous sommes des terroristes pour avoir donné et délivré donc aux Français des données publiques les journalistes, qui sont accessibles à tout le monde, Est-ce qu'il n'y a pas justement une forme de lutte qui est menée à notre égard au camp de la droite sur le plan juridique? Ce qu'il faut voir quand même de manière positive, c'est que la lutte se durcit d'un certain point de vue, mais elle se durcit parce que nous sommes clairement à l'offensive. Voilà. La situation a radicalement changé, je serais tenté de dire, au cours des 10 dernières années ou 20 dernières années. C'est très simple, il y a 20 ans, il n'y avait rien en dehors des médias officiels. Rien. Et les chaînes en continu, il y avait un tout petit début de LCI, des audiences
microscopique. Aujourd'hui, le paysage s'est considérablement transformé parce que vous avez eu Internet d'abord qui est arrivé, puis les médias alternatifs, puis les réseaux sociaux, puis les médias de transition. Et donc, il y a une contamination. Parce que ce qui se dit ici circule et ensuite repris sous des formes différentes ailleurs. Les gens qui se forment ici pourront se retrouver ailleurs. Donc il y a tout un terrain qui est propice à un développement des opinions alternatives, et ils ne supportent pas ça. Ah non, voilà, Ils ne supportent le pas cas ça. Boilem-Sonsal est un exemple. Faut quand même rappeler à nos auditeurs que la raison pour laquelle il est incarcéré, c'est grâce c'est l'État algérien s'est servi d'un extrait de 2-3 minutes d'un entretien de près de 2 heures avec Boilem-Sonsal au sein de Frontières pour l'incarcérer pour ses propos. Et lui aussi est vu comme terroriste. Et le plus grave a été, je pense, aussi une forme, en tout cas sur le service public, c'est ça qui avait été notamment mis en avant, mais une forme de légitimation, du fait où on donne une forme de légitimité à cela parce qu'ils sont passés chez nous, parce que Boilem-Sonsal a fait cet entretien chez nous. Mais c'est absolument abject, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un entretien dans un média alternatif, on mérite de facto, plus ou moins d'être incarcérés dans des conditions absolument atroces pour ça. Et là, pour le coup, il n'y a pas eu de sursaut médiatique, il n'y a pas eu de contestation pour ça. Non, et dans l'affaire des Anglais, elle a circulé à bas bruit pendant très longtemps. Même la première incarcération de Tammy Robinson, moi j'ai participé, plus exactement, c'est moi qui l'organisais, je suis intervenu à une manifestation devant la statue de Churchill en 2019, je crois, avec Renaud Camus et quelques autres personnes. On était 50. Aujourd'hui, vous serez plus nombreux, je Aujourd'hui, pense. on serait beaucoup plus nombreux. Alors, il faut dire que pour les Anglais, on a quand même beaucoup été aidés, puisque c'est Donald... Enfin, c'est pas Donald, non, c'est Elon Musk qui a sorti l'affaire. Des grooming gangs. CEO des grooming gangs, dont on parlait quand même un petit peu avant, mais peu. Et surtout, de la persécution des Anglais qui protestaient contre cela, et de l'incarcération de Tommy Robinson, qui est encore en prison au moment où je parle, tout simplement pour avoir tenté de faire sortir l'affaire. Pendant que des Pakistanais étaient en totale liberté alors qu'ils avaient violé, tué, fait prostituer des jeunes filles. D'autant plus que sur le cas pakistanais, sur les grooming gangs, les gens ne se rendent pas compte aussi de l'atrocité et du caractère abominable. Je vous invite et je vous exhorte à lire et à regarder ce qui s'était passé donc du coup pour ces affaires d'enlèvement, mais c'est absolument enlèvement, abject, prostitution, affreux. ça a été des meurtres. On a incendié des enfants aussi pour faire peur à d'autres enfants, pour les utiliser, leur faire des enfants nés de viols absolument terribles. Je vous invite à lire l'article de Lauriane Bernard sur le sujet des grooming gangs sur notre site internet frontieresmedia.fr, mais c'est un très vaste sujet. Je voulais conclure rapidement avec un dernier sujet qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder, mais on va l'aborder rapidement. C'est le dernier cas de l'OQTF, de l'influenceur algérien Doualem, qui a été annulé. Pour Éric Zemmour, cette décision de justice sert les intérêts d'un pays qui n'a que du mépris pour la France. On écoute tout de suite. Évidemment, un échec pour Bruno Retailleau, mais c'est un échec pour la France, parce que nous allons voir, puisque vous m'avez dit qu'on allait parler maintenant de l'Algérie, c'est la France qui est ridicule. Et cette décision de justice sert les intérêts d'un pays qui nous déteste et qui s'appelle l'Algérie. Justement, c'est ce que disait Éric Zemmour, mais c'est ce que aussi rappelait Bruno Retailleau. Il y a également cette inquiétude sur la relation franco-algérienne, où on parle même d'humiliation. En tout cas, c'était le mot employé par Bruno Retailleau. Est-ce que ce ne serait pas aussi le symptôme et le symbole de nos relations chaotiques et problématiques avec l'Algérie? Oui, alors c'est absolument catastrophique comme message envoyé. Alors, les juges administratifs, parce que là encore, il y a 2 décisions de justice administrative qui concernent cette personne. Il y a eu une première décision qui a annulé l'OQTF, il y a une deuxième décision, celle du tribunal de Melun, qui a condamné en plus à verser des indemnités, le contribuable à hauteur de 1 200 € pas de précis. Voilà. Et alors, c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que le jugement est signé, le juge désigné, on n'a pas le nom du juge là. Le juge désigné. Par contre, on connaît la présidente du tribunal de Melun, qui est une femme qui s'est mise en scène
président du tribunal administratif de Melun. Une femme qui s'est mise en scène pour organiser un concours d'avocats dans une prison avec des détenus. Et donc, quand vous cherchez des renseignements sur la présidente du tribunal administratif de Melun, vous voyez une femme qui se met en scène en expliquant à quel point c'était formidable comme expérience d'aller passer 2 jours à organiser un concours d'éloquence, en quelque sorte, un concours d'avocats entre détenus. Voilà. Alors, ceci étant, les juges disent, dans cette affaire, que c'est la conséquence d'une décision de la loi de 2024, votée à l'époque par M. Retailleau au Sénat et votée à l'Assemblée nationale par le Rassemblement national. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette loi ? Et je termine parce que je crois que le temps va être compté. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette loi ? Ce qui se passe depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'on annonce, il y a quand même des problèmes d'immigration, on va contrôler la situation, on va maîtriser les choses. Et donc, on annonce un projet de durcissement. Mais comme on ne veut pas être méchant, on met des garde-fous, des conditions au durcissement. Et puis la loi s'engage, le débat, la gauche crie très fort, c'est épouvantable, etc. Donc les gogos de droite se disent, ça y est, ils font quelque chose. Bon. Et puis, au fur et à mesure que la discussion s'engage, la loi s'affadit un peu. Et puis, une fois qu'elle est votée, le Conseil constitutionnel supprime toutes les dispositions efficaces. Et qu'est-ce qui se passe dans cette loi de 2024, votée, c'est vrai, par M. Retailleau et par le Rassemblement national. Qui vient de se présenter à la présidence des LR, Républicains. Voilà. Bon, et qu'est-ce qui se passe dans cette loi ? C'est que tout ce qui était un peu ferme a été annulé par le Conseil constitutionnel. Et qu'est-ce qui reste ? Eh bien, tout ce qui facilite l'immigration. Formellement. Mais c'est ce qui se passe depuis, accrochez-vous bien, vous n'étiez pas né, vos parents peut-être n'étaient pas nés, c'est la même logique qui s'applique depuis 1976, c'est-à-dire depuis 50 ans. Et selon vous, justement, comment apporter et comment régler ce problème sur les OQTF ? Parce qu'encore une fois, il y a une obligation qui était le territoire français, mais lorsque les ressortissants effectivement partent, ils sont renvoyés. Donc, alors, si vous voulez, en fait, il faut changer de logique. On est passé d'un droit de l'immigration, c'est-à-dire un droit où l'immigration était décidée par des autorités exécutives, des ministres, des préfets, et sur des lois votées par le Parlement, mais qui étaient inspirées par l'intérêt général. Est-ce qu'il est bien ou mal d'avoir tel ou tel étranger, tel ou tel groupe d'étrangers en France, bien ou mal pour la France ? C'est ça la logique, c'est le droit de l'immigration. On est passé à un droit à l'immigration où l'étranger, d'où qu'il vienne, quoi qu'il fasse, fait valoir que ce serait bien pour lui d'être en France. Voilà. Et les juges appliquent un droit à l'immigration qui est basé sur l'intérêt de l'individu étranger, tel qu'il est interprété, tel qu'il est présenté, et non pas sur l'intérêt général des Français. Droit de l'immigration hier, droit à l'immigration aujourd'hui. Et ce sont les juges et les avocats qui sont les instruments de la mise en œuvre de ce droit à l'immigration. Vous me faites une belle transition, parce que je voulais vous poser une toute dernière question qui concerne le magazine. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans notre dernière hors-série qui concernait donc l'invasion migratoire, les coupables ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Écoutez, le rôle des juges, le rôle des associations, le rôle des avocats. Je pense que vous avez fait un peu du Mosque, au petit pied. Puisque Mosque, évidemment, est à la tête maintenant d'une forme d'exécutif. Il est un peu plus grand que nous, quand même, oui. Oui, il a un peu plus de moyens, un peu plus de notoriété, mais c'est ce qu'il fait. Il chasse les dépenses wokistes, il chasse les dépenses scandaleuses, et vous l'avez fait à une échelle certes plus modeste, mais qui pourrait être refaite dans d'autres domaines. Je vous donne une piste, ça sera peut-être moins porteur, mais je vous donne une piste, les folies des associations écologiques. On a déjà un petit peu commencé avec le magazine de l'enquête sur l'extrême gauche. C'est notre deuxième magazine, si je ne dis pas de bêtises. Et on avait commencé à faire des enquêtes où on s'est inséré dans ces associations-là en cachette. Et c'est vrai que c'était assez frappant. C'est absolument fou. Et si vous voulez, moi je m'amuse souvent à poser à des interlocuteurs, surtout s'ils sont de gauche, quel est le secteur où c'est le plus facile de répondre, de faire des économies. Alors, comme ils me connaissent, ils disent les migrations. Et je leur dis non, la transition énergétique. Vous pouvez récupérer 25 milliards en
en quelques minutes, enfin j'exagère un petit peu, mais vous récupérez Oui, ça- 25 milliards, Mais c'est oui, pas rien. Hein. mais d'autant plus que ce C'est qui pas est du rabot, ahurissant, hein. c'est que les... En très peu de temps, très facilement. Plus que sur l'immigration. Sur l'immigration, on peut sans doute récupérer plus de 25 milliards, mais c'est plus long, c'est moins rapide. D'autant plus que ce qui est ahurissant, c'est que ces subventions publiques, on parle surtout de subventions, mais il faut aussi rappeler les quantités, l'ordre de grandeur de ces subventions publiques. Elles sont à hauteur de plusieurs millions d'euros. Enfin, Oui, et puis tous mais ces c'est conseils, une ces folie. commissions Mais- du mais- moustique qui sont financées par nos impôts une fois de plus, c'est Si vous voulez, aberrant. nos adversaires, ils sont financés par l'argent public. Oui, bah, bien sûr, Hein oui. Alors que nous, on peut toujours Et nous, voilà. Bah, on rentre bredouille. travailler. Mais c'est nous qui sommes à l'offensive.